Un nouveau mois qui démarre et l'information toujours disponible sur BB24. Bonjour à toutes et à tous, voici les titres. C'est la période de l'Harmattan à Cotonou et environ, moment où de nombreuses personnes voient la peau de leurs talons se fendiller. Pour la plupart, ils ne savent pas pourquoi ni comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. On fait recours à leur expertise pour évaluer, identifier ou délimiter une propriété immobilière. Il s'agit des géomètres, une corporation dont le travail requiert de la délicatesse. Enfin, avec l'avènement du numérique, on assiste à une explosion du nombre de documents et de sources d'informations. L'archivage numérique apparaît alors comme une solution pour sécuriser ces données, les enjeux et défis de l'archivage numérique dans ce journal. À nouveau, bonjour. Je le disais dans les titres, depuis quelques jours, l'Harmattan a pris ses quartiers à Cotonou et environ. Or, selon les saisons, la peau subit des agressions du climat. Et durant la saison sèche, ce sont les pieds qui, très souvent, sont victimes de la sécheresse cutanée. Un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment donc en finir avec les pieds fendillés? Mieux, quelles sont les méthodes pour l'éviter? Les réponses dans ce reportage. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins, ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi. Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. Connaissez-vous le géomètre? C'est une personne qui exerce un métier qui consiste à établir différentes mesures
touchant les propriétés foncières. Le métier de géomètre implique plusieurs fonctions selon les conditions dans lesquelles il est exercé. Mais de façon générale, il s'agit pour ce professionnel de mesurer avec une grande précision des éléments du paysage urbain ou des propriétés afin d'effectuer leur délimitation. Zoom sur le métier de géomètre avec Herman Amégan. Avec nos appareils, les différentes Une séance de briefing avant l'embarquement pour le terrain. matières de données topographiques que nous pouvons avoir aussi bien sûr. Les consignes sont claires, pas question de passer outre. Direction, le chantier. Le matériel déployé, place au travail sous la supervision de l'expert géomètre. Vu par un profane, ces appareils suscitent curiosité. Essayons de percer le mystère. Donc ici, comme j'ai dit, c'est un appareil, un niveau qui est chargé de nous décrire le relief. Ici, nous avons un théodolite électronique. Électronique parce que lui, il est chargé juste de nous donner les angles de façon électronique. Les distances, nous les mesurons. Ici, nous avons un GPS bifréquence. Et cet appareil nous aide beaucoup plus facilement à aller vite sur nos travaux et nous aide beaucoup plus facilement à ne pas trop nous fatiguer quand nous devons faire une grande superficie par exemple. Pour en arriver à déployer ces matériels en toute légitimité et réclamer le titre de géomètre, le chemin est long, très long quand on vise l'expertise. En tout, on peut dire 10 à 11 ans après le bac. Quand vous avez un bac de nos séries scientifiques, c'est ça qui est recommandé, ou bien la C ou bien la D, vous intégrez maintenant une école de topographie. Et avec votre bac, vous faites 2 années pour avoir ce que nous appelons le BTS, le brevet de technicien supérieur. Normalement, il est recommandé 3 années en plus du BTS pour sortir ingénieur géomètre. Et vous vous présentez à l'ordre des géomètres de votre pays. Et c'est l'ordre des géomètres qui vous met en stage d'expertise. Vous êtes astreint à faire 2 années d'expertise judiciaire dans un cabinet de géomètres experts déjà installé. Donc vous faites ces 2 années-là. Quand vous finissez ces 2 années, on vous inscrit au tableau de l'ordre. L'ordre donc écrit au ministère là-bas et le ministre vous donne l'agrément pour que vous exercez votre profession en votre propre nom. Mesurer des surfaces, prendre des données techniques importantes à toutes fins utiles, là se limite le champ d'action du géomètre. Mais les demandeurs n'ont pas tous le même regard sur cette corporation, des préjugés à tort ou à raison. Il n'y a pas une profession sans brebis galeuse. Il nous est recommandé, au moment même où on prête serment, il nous est rappelé un certain nombre d'obligations, un certain nombre de restrictions. Ce qui est dit par rapport à ce qu'on vole parcelle et tout ça, ce n'est pas si vrai que ça. Parce qu'une parcelle n'est pas extensible. Mais ce n'est pas si faux. Parce que je reconnais qu'il y a de nos amis, qu'il y a de nos collaborateurs qui se prêtent à ce genre de choses. Fin de partie pour cette équipe, on remballe le matériel. Cap sur un autre site, c'est le quotidien du géomètre. On change de registre à présent pour parler de l'archivage. C'est une spécialité indispensable des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la profession a progressé vers l'archivage numérique dont les enjeux et défis ne sont pas bien appréhendés par les archivistes béninois. Bernus Amoussouga nous explique dans l'extrait à suivre ce qu'il faut comprendre par archivage numérique et comment en faire un atout. Suivons. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux et tout ce que vous savez pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables.
Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Hors de nos frontières, à présent en Nouvelle-Brève, en Côte d'Ivoire, des acteurs du secteur de la filière café ont annoncé cette semaine l'organisation prochaine de la première édition du Salon international du café dénommé SICAFé. Prévu du 16 au 18 avril 2020 à Abidjan, ce salon de référence est mis sous le thème « Enjeux et opportunités de la production et la consommation du café durable ». Il vise à réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur du café pour débattre des questions relatives au secteur tout en faisant découvrir le monde du café, de la plantation à la consommation et le processus de la torréfaction. C'est l'un des plus gros événements dans le monde littéraire africain, la foire du livre du Caire. Cette année, le Sénégal, pays invité d'honneur, expose dans son stand une sélection éclectique pour satisfaire un large public. Seul souci, c'est que les livres sont tous en français. Alors, pour conquérir le lectorat arabe, les éditeurs sénégalais songent à faire traduire certaines de leurs œuvres. Plus de précisions avec nos confrères de la RTS. Né en pays sérère, loin, bien loin de l'Égypte, Léopold Sédar Senghor aimait à dire que les racines profondes de son peuple avaient des ramifications jusqu'au pied des pyramides. Cette partie de son œuvre a été largement abordée durant la conférence intitulée « Léopold Sédar Senghor et la poésie de la négritude ». Elle a été présentée par deux spécialistes du poète président à la 51e édition de la Foire internationale du livre du Caire, par le poète-philosophe Hamidou Sall et Raphaël Ndiaye, directeur général de la Fondation Senghor. Dans la poésie de l'action, il rappelle que les Sérères se donnent comme origine l'Égypte pharaonique. Et donc c'est autant d'éléments qui lient le Sénégal à l'Égypte, mais qui font aussi que Senghor est connu dans ce pays, il est très apprécié et c'est à notre honneur, nous qui voulons faire en sorte qu'il soit un peu mieux connu, non seulement en Afrique, mais par ailleurs dans le monde. Le poète président aimait donc l'Égypte et l'Égypte le lui rendait bien. En 1967, il a été fait docteur honoris causa de l'Université du Caire. En 1990, c'est son nom qui est donné à l'Université d'Alexandrie. Des événements au cours desquels il avait prononcé deux discours d'anthologie intitulés respectivement « Négritude et arabité » ou « Les fondements de l'africanité » et « l'Égypte mère ». Deux témoignages forts sur l'apport de l'Égypte pharaonique au monde et à la Grèce antique en particulier. Il ne pouvait pas y avoir de miracles grecs sans l'apport inestimable de la terre africaine d'Égypte. Le savoir, la science, la sagesse, la spiritualité ont fait des mouvements d'aller-retour sur ces deux rives-là. Et Platon lui-même, grand philosophe, nous dit dans le Timée ce que les civilisations athéniennes doivent à l'Égypte. Et c'est ça que Senghor, sa vie durant, s'est évertué à faire rayonner à travers son message. Donc sa contribution à la civilisation de l'universel a été une contribution énorme, considérable. Mais le Sénégalais qui a le plus travaillé à ce jour sur l'Égypte demeure sans conteste le professeur Cheikh Anta Diop. Une autre conférence lui a d'ailleurs été consacrée au cours de cette foire du livre du Caire. Elle a été animée par le professeur Bouba Diop. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.